Laissez-moi vous raconter une scène. Un matin, l'un des plus hauts dirigeants de Pepsi arrive à son travail et trouve sur son bureau un courrier. Et à l'intérieur, une lettre d'une personne qui lui promet de révéler tous les plus gros secrets de Coca-Cola. C'est ce qui s'est passé en 2006 lorsqu'une employée, discrète, sans histoire, a mené une vie d'agent double pour trahir un empire dans l'intérieur. Voici l'histoire de Joya Williams, la femme qui a voulu vendre Coca-Cola à Pepsi. Voici la Coca-Cola Company, le cœur de la plus grosse marque de soda au monde située à Atlanta. Et là, juste devant, c'est Joya Williams. Ce jour-là, Joya Williams, elle vit un grand moment puisqu'elle débute une nouvelle carrière au siège social de l'entreprise. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle travaille pour Coca, mais jusque-là, elle était une employée plutôt discrète d'une usine d'embouteillage. Joya, c'est une quarantenaire, une fille de religieux, mais surtout une femme qui fait son boulot très bien, sans histoire et sans broncher. Et tellement bien qu'elle va être repérée par ses supérieurs pour un nouveau poste, assistante administrative du chef international du marketing. Bon, c'est un peu compliqué dit comme ça, donc résumons très simplement, elle a un paquet de responsabilités. En tant que bras droit du directeur marketing, elle a le nez dans des affaires qu'elle ne soupçonnait même pas l'existence. Elle est même soumise à un accord de non-divulgation, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à tenir confidentielles les informations sensibles qu'on lui aurait confiées. Et Joya, ça lui convient parfaitement. Après avoir passé 3 ans à l'usine, elle a pris du galon et surtout beaucoup de confiance. Pendant un an, elle voit défiler des mails confidentiels réservés seulement à quelques élus. Bref, Joya Williams est désormais au cœur des plus grands secrets de Coca-Cola. Maintenant, je me pose quand même une question. En termes de sécurité et de confidentialité, est-ce que tout ceci serait arrivé si Coca avait un abonnement à Surfshark? Allez, vous l'avez compris, c'est le sponsor de notre vidéo. Surfshark, c'est un VPN. Et si vous ne savez toujours pas ce qu'est un VPN, cette fois-ci, ne skippez pas et écoutez-moi. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de créer une connexion privée et sécurisée entre vous et votre réseau internet. On répète ça à chaque fois, mais ça permet d'éviter plein de choses comme par exemple... Bon, ça déjà, ça dégage. Avec Surfshark, vous avez accès aux contenus locaux très simplement. Pareil, si vous voulez vous faire un petit voyage cet été à Barcelone et que le prix de votre vol a doublé en l'espace d'1 heure, ça, c'est terminé aussi. Le VPN vous garantit le meilleur des prix sur Internet. Et vous le savez, on n'est jamais assez prudent, donc Surfshark vous propose plein de produits complémentaires. Par exemple, un système d'antivirus qui vous offre une protection sur mesure et en temps réel. Moi, j'ai utilisé tout ça de mon côté et honnêtement, c'est très efficace. Ça s'installe en 2 minutes. Derrière, vous avez simplement à l'activer, c'est très intuitif et surtout une fois que c'est fait, vous pouvez profiter d'une connexion en toute tranquillité. Après, si vous avez jamais utilisé de VPN et que vous hésitez, ce que je comprends, vous avez une garantie de 30 jours pour l'essayer. Et évidemment, on a aussi un code promo à vous donner, Interlude, qui vous offre 4 mois gratuits supplémentaires. Toutes ces infos là, je vous les mets dans la description. Encore un grand merci à Surfshark de nous soutenir et nous, on repasse à la vidéo. On y revient, je vous disais, Joya Williams, elle a accès à toutes les infos les plus confidentielles de Coca-Cola. Et en vrai, c'est hyper gratifiant pour une employée. Vous imaginez, elle était encore à l'usine il y a quelques mois, et là, elle aide à travailler sur les plus gros coûts marketing de la marque, parfois à plusieurs milliards de dollars. Sauf que justement, ces milliards-là, Joya, elle en voit jamais la couleur. Elle, son salaire, il est plutôt moyen, vu les responsabilités qu'elle a. Elle bosse dans un bureau minuscule, et elle voit toute la journée ses patrons s'en mettre plein les poches. Et au bout d'un moment, ça commence à lui peser, elle se dit qu'elle aussi, elle pourrait se faire beaucoup d'argent. Parce qu'elle sait que toutes les informations classées secrets commerciaux auxquelles elle a accès, elles valent très très cher. Alors à partir de là, Joya, elle va imaginer le casse du siècle. Vendre les plus gros secrets de Coca-Cola à la concurrence. Alors pour ça, elle a besoin d'aide, elle va passer un coup de fil à une personne qu'elle connaît d'un ami en commun, Edmond Douanet. Edmond, c'est un homme de 43 ans, marié et père de 3 enfants, mais niveau professionnel, c'est le vide absolu. Et pour cause, il sort tout juste de prison où il a été incarcéré pour trafic de cocaïne. Donc il a forcément besoin d'argent et il écoute très attentivement ce que Joya a à lui dire. La proposition, elle est simple. Joya, elle a la confiance de ses patrons et du coup des infos qui valent de l'or. Edmond, lui, il a d'autres types de relations. Du genre, celles qui vont permettre de pouvoir revendre tout ça pour de très grosses sommes d'argent. Alors à son tour, il pense à quelqu'un qu'il a rencontré en prison, Ibrahim Dimson. Ibrahim, c'est le plus jeune, il a que 31 ans. Mais par contre, en termes d'expérience, c'est autre chose, il a le profil type de l'arnaqueur. Il a même déjà été enfermé pour détournement de fonds. Il va surtout être en charge de la plus grosse partie de l'opération, à savoir négocier avec les entreprises pour revendre les documents. Joya, c'est la taupe, Ibrahim, c'est l'homme de terrain, et Edmond, celui qui s'assure que tout se passe bien. Alors maintenant, je vous pose une question. Si vous étiez en possession des plus gros secrets commerciaux de Coca, quelle serait l'entreprise qui pourrait être le plus intéressée ?
Pepsi, c'est le rival historique de Coca. Les deux marques se mènent une guerre impitoyable, et ça fait 120 ans que ça dure. Le problème, c'est que Pepsi, ça a toujours été l'éternel second. Alors ils ont beau avoir signé des gros coups, comme cette pub avec Michael Jackson, les leaders, ça reste Coca. Donc évidemment, ils pourraient payer très cher pour avoir accès à un certain nombre d'informations importantes, et ainsi avoir enfin un coup d'avance sur son concurrent. Ce jour-là, à PepsiCo, le siège social de l'entreprise, un homme reçoit une lettre de Coca. Cet homme, c'est Antonio Giluccio, responsable de la recherche et de l'innovation chez Pepsi, et quand il la lit, il hallucine. J'ai des informations extrêmement confidentielles que seule une poignée des plus hauts cadres de mon entreprise a vues. Imaginez la tête du responsable de chez Pepsi quand il lit ces lignes, c'est un délire. La lettre est signée Dirk, une personne assurant être bien placée au sein de Coca-Cola, et qui lui propose surtout de vendre des informations hautement confidentielles. Dirk, en fait, c'est Ibrahim. Il a changé son nom pour être plus discret. Et cette lettre, elle a été écrite par le trio dans l'espoir de susciter la curiosité des plus hauts placés de chez Pepsi. À la fin du courrier, il y a écrit un numéro, et si Antonio Giluccio est intéressé, il n'a tout simplement qu'à le composer. Les jours passent, et le téléphone de Joya, Edmund et Ibrahim reste silencieux. Jusqu'à un soir, à 21 h. C'est Ibrahim, ou du coup Dirk, qui décroche. À l'autre bout du fil, ce n'est pas Antonio, mais un certain Jerry. Et ce Jerry, il veut des garanties. Il a peur de la mauvaise blague ou de la tentative d'arnaque. Alors il demande à Ibrahim une preuve que la proposition est sérieuse. Finalement, ils se mettent d'accord sur un premier échange, 14 pages de données confidentielles à faxer dès le lendemain contre un versement de 10 000 $. Ibrahim raccroche, il est heureux, le plan est en très bonne voie. Mais désormais, c'est dans les mains de Joya. L'employé de Coca récupère de son côté les informations demandées et les transfère à ses complices. Logiquement, cette première transaction, c'est un véritable succès. Et à partir de là, tout commence vraiment à s'enchaîner. Joya profite de son statut et de la confiance de ses patrons. Elle récolte de nouveaux documents et arrive même à se procurer plus que ça, des échantillons confidentiels. Avec ça, le trio est sûr d'avoir mis la main sur le pactole. Donc côté Pepsi, il va falloir aligner l'oseille. Pour livrer ces échantillons, Joya, Ibrahim et Edmund réclament 75 000 $. Pas un de moins. De son côté, Jerry accepte à condition de verser d'abord 30 000 $, puis 45 000 un petit peu plus tard. Il se rencontre donc quelques jours après, le 16 juin, à l'aéroport international d'Atlanta. Alors là, je vous laisse imaginer, mais c'est une vraie scène de film. Ibrahim a mis tous les documents et les échantillons dans un sac de sport. Il le pose à l'endroit prévu et l'échange contre une boîte de biscuits. À l'intérieur, 30 000 $ en petite coupure. Après ça, Ibrahim sort de l'aéroport et rejoint Edmund qui l'attend dans une voiture louée pour l'occasion. Les deux hommes se rendent alors chez Edmund et divisent le butin. 2 000 $ pour Edmund, 6 000 pour Joya et 22 000 pour Ibrahim. Tout est parfait, le trio tient le business du siècle. Là évidemment, vous vous en doutez, ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Plus on gagne d'argent, plus on a envie d'en gagner. Mais là, ça va même aller plus loin. Parce que pour la première fois depuis le début de l'histoire, c'est même Pepsi qui va revenir vers eux. Jerry rappelle Ibrahim et lui fait une proposition absolument dingue. Pepsi est prêt à payer 1,5 million de $ contre une série de documents ultra confidentiels. Face à cette offre gigantesque, la bande se réunit avant de négocier avec Jerry. Jusque-là, on parlait de 10 000 $, puis de 75 000, mais c'était que pour quelques documents. Là, il y a 1,5 million de $ sur la table. Alors surtout, Edmund et Ibrahim, ils se tournent vers Joya. Est-elle capable de récupérer les documents demandés par Pepsi? Les risques sont immenses, son travail n'a jamais été aussi périlleux, mais elle choisit de relever le défi. Les jours qui suivent, Joya est dans un rôle exceptionnel d'agent double. Elle est devenue une experte en la matière. Elle est discrète et surtout, personne ne se douterait que cette simple assistante marketing serait capable d'un tel coup. Chaque jour de boulot, Joya profite de la moindre opportunité pour réunir les différents documents demandés par Pepsi. Et au bout du compte, Joya a tout. Ibrahim et Edmund se chargent du colis et l'expédient vers Pepsi. Pepsi a authentifié le colis, la transaction est enfin prête. Comme promis, Jerry fixe un rendez-vous à Ibrahim pour leur donner l'argent. Comme d'habitude, c'est Edmund qui pilote. Il gare la voiture sur le parking de l'hôtel Marriott à Atlanta. C'est précisément ici qu'ils doivent attendre pour l'opération. Les deux hommes patientent et tout autour d'eux, des policiers jaillissent et encerclent la voiture. Leurs armes sont braquées sur eux. Edmund et Ibrahim n'ont aucun échappatoire. Ils ont été piégés. Et en même temps, à quelques kilomètres de là, les forces de l'ordre débarquent chez Joya et elle aussi, elle est interpellée. Mais alors, que s'est-il passé? Comment la police a-t-elle été au courant de l'opération? Y a-t-il un traître au sein du trio? Joya a-t-elle été repérée chez Coca-Cola? Aucune de ces hypothèses n'est vraie. La réponse, c'est lui. Jerry, l'homme en contact avec Ibrahim depuis le début de l'affaire, n'a en réalité jamais travaillé chez Pepsi. Il est un agent du FBI. On rembobine. Ibrahim a envoyé un premier courrier à Antonio Giluccio, l'un des vice-présidents de Pepsi. Mais ce dernier ne lui a jamais répondu et c'est finalement Jerry qui a pris contact avec Ibrahim. Car quand Anthony Giluccio a reçu la lettre, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout réagi comme le trio l'imaginait. Alors il a bien pris son téléphone, mais plutôt pour appeler Coca pour
tout leur déballer. Et à partir de là, les deux rivaux historiques ont pris cette affaire très au sérieux et ont contacté le FBI. L'enquête est devenue prioritaire chez les fédéraux. Pour eux, on ne déconne pas avec l'espionnage industriel. Coca a installé des caméras dans tous leurs bureaux et logiquement, tout ce que faisait Gioia était enregistré, puis envoyé au FBI. Depuis le premier jour, toutes les opérations n'étaient qu'un moyen de récolter un maximum d'informations pour coincer le trio. Fini le rêve de la fortune à la Ocean's 11, Ibrahim, Edmond et Gioia ont été piégés par les forces de l'ordre. La bande tombe de très haut. Jusque-là, tout était clair, tout était efficace et surtout très fructueux puisqu'ils s'imaginaient déjà avec 1,5 million de dollars. Mais finalement, l'erreur du trio aura été faite dès le départ, en pensant que Pepsi sauterait sur l'occasion d'espionner son principal adversaire. Et ça doit vous sembler complètement fou que Pepsi ait raté une telle opportunité. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Coca et Pepsi se partagent 90% du marché. Ça veut dire que si Coca dégringole, ça laisse la place à plusieurs boîtes d'émerger et ainsi de voir les parts de Pepsi diminuer. Et puis il faut voir ce que c'est de s'engager dans des activités illégales et espionner un concurrent. C'est un risque de scandale énorme. Pepsi, c'est une compagnie à succès hyper rentable, ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner là-dedans. Et à l'époque, les deux firmes se sont félicitées d'avoir travaillé main dans la main pour choper le trio. Derrière, Gioia, Ibrahim et Edmond ont été inculpés. Gioia a d'abord essayé de faire croire au tribunal qu'elle avait elle-même été victime d'une escroquerie, qu'Ibrahim avait volé ces infos. Évidemment, personne n'y a cru, elle a pris 8 ans de prison ferme. Ibrahim, lui, a pris 5 ans. Et tous les deux ont dû verser une amende de 40 000 $ de dédommagement. Et quant à Edmond, en vrai, son rôle était beaucoup moins important que ses deux complices. Mais surtout, dès qu'il a été arrêté, il a directement reconnu sa culpabilité par peur de retourner derrière les barreaux. Il a même conclu un accord avec les enquêteurs en acceptant de témoigner contre Gioia. Il aura finalement la peine la plus basse, 2 ans de prison. Enfin, on va terminer là-dessus, mais il y a quelque chose qui était flou du début à la fin de l'histoire, c'est ce que contenaient réellement les documents volés par Gioia Williams. Selon les informations de la presse américaine, il s'agissait d'une fuite à propos d'une nouvelle boisson imaginée par Coca. Plus spécialement un soda gazeux enrichi en caféine que la marque a officiellement lancé en 2006 aux États-Unis, le Coca-Cola Black. D'ailleurs, à l'époque, Coca l'a présenté comme le lancement le plus important depuis le Coca Light. C'était une manière de contrer l'une des nouvelles boissons lancées par Pepsi, également enrichie en caféine, le Pepsi Max Cappuccino. L'ironie de l'histoire, c'est que le Coca Black, ça a été un énorme flop. Si bien que 3 ans après, il n'existait déjà plus. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même un énorme projet mené par Coca. Et ça aurait forcément servi à Pepsi d'en savoir plus, et en toute discrétion. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. C'était Justin et à la prochaine.